Aujourd'hui, on va parler de l'identification. Qu'est-ce que l'identification? L'identification, on en parle en psychologie, on en parle aussi en spiritualité. On pense que l'identification ne se fait que, par exemple, dans les premiers temps, au temps de l'adolescence, mais elle se fait à ce moment-là, mais elle se fait encore, et elle reste encore dans notre vie, dans toute notre vie. On s'est identifié à quelque chose, à quelqu'un, ou une idée que... Une identification, qu'est-ce que c'est? C'est une identité que l'on a, une identité que l'on maintient, une identité que l'on veut garder et qui nous semble être quelque chose qui va nous renforcer, qui va nous donner de la... comment dire, une certaine sécurité. On s'identifie en se disant, par exemple, je suis quelqu'un, par exemple, d'honnête, de généreux, quelqu'un qui va construire sa vie de telle manière, qui va arriver à telle ou telle chose. On se programme dans notre tête d'une certaine manière. Cette identité, ma foi, est peut-être intéressante les premiers temps de notre vie, puisqu'on s'identifie à un groupe, peut-être, je sais pas, un groupe d'adolescents ou un groupe de jeunes ou une star à la télé. Mais elle n'est pas aussi simple, l'identification. Quand on commence à travailler sur soi, on se rend bien compte que cette identité que l'on a et cette identification psychologique par exemple, je veux avoir une famille et puis m'occuper de ma famille et me consacrer à elle toute ma vie et que ça se passe bien, en fait, tout ce que l'on peut mettre sur cette identification, on va vouloir la garder. Et la difficulté, c'est pas l'identification elle-même, mais c'est ce que l'on devient derrière cette identification. Parce qu'on devient quelqu'un d'intransigeant, de sévère, d'attaché à cette idée, cette identité-là, et pas vouloir la lâcher. Par exemple, on peut donner un exemple, quelqu'un qui est prof, par exemple, et qui souhaite que les élèves l'écoutent, qu'il y ait une forme d'autorité, et qui va chercher toujours à avoir une autorité pour que les élèves l'écoutent. Et elle va se forger, on va dire, une façon de parler, de communiquer, sur laquelle elle va s'attacher. Et elle ne pourra pas avoir une forme, on va dire, d'ouverture, d'accueil, ou comment dire, de calme, quoi. Elle ne peut pas se sentir calme à l'intérieur d'elle, parce qu'elle mettra toujours en avant cette sorte de masque, ou cette armure, ou ce moyen de se défendre derrière cette identité. Il faut penser qu'il y a une revendication derrière cette identité, et une revendication que l'on ne voit pas tout de suite. On pense que c'est une bonne revendication que de revendiquer cette identité, ce mode identitaire. Mais on voit que l'on se coupe du reste du monde, ou que on peut devenir sectaire par ça, c'est-à-dire ne pas écouter l'autre, ne pas écouter les autres. Cette identité-là nous empêche de lâcher à des moments. Cette forme d'identification va nous empêcher de nous ouvrir. Là, ça devient un peu compliqué pour le travail que nous faisons, puisque si on tient beaucoup à cette identité, on a un orgueil et une prétention, et on forge une morale sur cette identité. On pourrait dire, c'est comme si par exemple la mère de famille voulait être une bonne mère de famille et bien élever ses enfants, et à la première personne qui passe et qui lui dit par exemple, oui là tu as vu ton enfant il est comme ça ou comme ça, qui le dirait d'ailleurs pas méchamment, et bien cette personne qui est identifiée à cette bonne mère, on va dire, va se révolter tout de suite, va mal le prendre, va être touchée, va être vexée. Ça va pas lui plaire qu'on lui parle de cette manière-là, parce que pour elle, elle fait tout pour que ça soit bien. Donc à cette dame-là, on ne peut pas lui dire c'est pas bien ce que vous faites. On ne peut pas lui dire c'est bien sur un plan. Mais sur un autre plan, ça l'empêche d'être elle-même.
parce que ce qui la tient, c'est d'être la bonne mère. Et peut-être elle aimerait jouer avec ses enfants, elle ne joue pas du coup. Elle garde une sorte d'image derrière, une sorte de statut, une sorte de comportement qu'elle reproduit partout, qu'elle reproduit de façon systématique. Elle veut être dans une certaine, comment dire, dans un certain cadre de figure, avec une certaine référence. Et cette référence-là, c'est la référence qu'elle s'est posée dans justement cette identification. Quand je dis à quelqu'un, tu t'identifies à quoi? Regarde ton identification. L'identification peut être au corps physique, au corps charnel. C'est vrai que s'identifier à n'être qu'un corps et peut-être pas autre chose. S'identifier souvent aussi à être, par exemple, on voit par exemple dans la jalousie, il y a des gens qui sont extrêmement jaloux et ils s'identifient à cette jalousie et ils disent moi je suis jaloux moi. Ça veut dire que je suis comme ça et je ne changerai pas et on doit me reconnaître dans cette jalousie-là. Voilà. Vous voyez, là, on voit bien que quelque part, cette personne amène la jalousie comme vraiment son identité et que cette identité-là passe devant tout, avant tout. Et que si quelqu'un ne reconnaît pas ça comme elle la reconnaît, elle le vit mal, elle le vit très mal. Alors comment est-il possible de sortir de cette identification? La première chose, quand on ne le sait pas à quoi on s'identifie, en fait. Donc c'est difficile d'en sortir. Ça demande vraiment un travail et c'est vrai que on travaille avec les arcanes là et ces archétypes nous montrent bien à quoi on s'identifie. Ça nous révèle un petit peu à quelle est cette identité qu'il y a, que l'on maintient et que l'on prône tout le temps et qu'on justifie. Vous voyez, quand je dis le mot justifier, vous pouvez bien comprendre ce que ça veut dire. Je me justifie derrière cette identification. Alors, l'identification, je la pose, et puis je me justifie derrière cette identification-là. Vous voyez, alors, c'est pas juste, et derrière, c'est encore moins juste. Parce que je vais m'identifier à quelque chose que j'ai posé moi-même, alors que c'est pas ma nature. Quelqu'un qui, par exemple, est très moraliste, ou un peu dans le sauveur du monde, ou justicier, vous voyez, va s'identifier à cette image-là, par exemple, de justicier, qui va vouloir défendre le monde entier, ou faire du bien au monde entier, par exemple, pour être un Zorro. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'identifie à ce personnage. Mais dans sa tête, c'est bien réel. Ce qu'elle veut, c'est par exemple aider tout le monde. Bon, c'est un bon côté. Mais de l'autre côté, elle va tellement en faire qu'elle ne va plus voir qui elle est. Elle va faire que des choses pour l'extérieur, mais pas pour elle à l'intérieur. L'identification est quand même assez, de façon fréquente, tout le temps d'ailleurs, extérieure. C'est-à-dire je m'identifie pour arriver à gérer d'une manière ou d'une autre le monde qui m'entoure, ou de le contrôler, ou de savoir comment me référencer, quoi, avec cette identité-là. Mais comment cette identité peut tomber? D'abord, il faut savoir que l'identification, elle est égotique. Ce n'est jamais l'être qui s'identifie à l'être. L'être ne s'identifie pas lui-même. Par contre, l'ego, oui, il s'identifie. Pour faire un travail sur soi, on peut s'identifier en se disant « je suis l'être ». Oui, on peut s'identifier, peut-être que c'est un commencement en se disant « bon, peut-être ça m'aide à pousser vers quelque chose de plus lumineux ». Mais si par exemple je m'identifie à la lumière, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un ego qui essaie de l'identifier à la lumière. Vous voyez ce que ça fait. Quand cette personne, elle s'identifie, ouais, moi je fais un travail spirituel, je suis quelqu'un de spirituel, et elle s'identifie, elle projette son identité sur ce choix-là de décision en se disant je suis cette personne-là. Vous voyez que c'est décalé. Quand par exemple on vit quelque chose, on le vit complètement à l'intérieur de soi, on ne se dit pas je suis ça. On est ce que l'on est, mais on ne se pose pas cette question-là. Et on n'essaie pas de sortir de l'ego en se disant je vais m'identifier au côté lumineux, comme ça au moins j'aurai plus d'ego. C'est pas vrai. L'ego il est toujours là, mais là je ne veux plus en entendre parler parce que je suis devenue quelqu'un de lumineux. Vous voyez, il y a un côté quand même dans cette identification très, comment dire, coupée, séparée, et elle n'admet pas l'autre, quoi. Elle n'admet pas autre chose. Elle est exclusive. L'exclusivité est quelque chose d'énorme
est une grosse manipulation de l'ego, on va dire. Parce que, comme je vous ai parlé un peu d'autonomie, l'exclusivité et l'autonomie, ça se touche. Et quand on s'identifie par exemple à quelqu'un d'autonome, on s'identifie à quelqu'un d'exclusif, c'est-à-dire on ne supporte plus personne, on a le droit de ne plus supporter personne, on a le droit de se dire, oui mais bon, puisque maintenant je suis autonome, j'ai besoin de personne. Vous voyez, ça ce sont des identifications tout ça. Alors que oui, on a toujours besoin évidemment d'autres personnes, mais on arrive à se raconter l'histoire, si vous voulez, s'auto-programmer avec des justifications qui ne sont pas réelles, parce qu'une justification ne peut pas être réelle. C'est vraiment l'ego qui se sert de la justification pour exister, quoi. Et alors, les justifications sont grandes, parce que le mental, en fait, ne cesse que de s'alimenter par la justification. Elle alimente la justification. C'est-à-dire, je me prends, je ne sais pas, pour Zorro, et bien, franchement, je vais tout faire pour penser que je suis Zorro. Et je vais tout, autour de moi, je vais faire tout pour être Zorro. Bon, mais là, c'est un peu gros, Zorro. Mais par exemple, je ne sais pas, moi, je m'identifie à quelqu'un, je sais pas, avec quelqu'un de sage, par exemple. Voilà, ça, c'est une belle identification. Je suis quelqu'un de sage. Et c'est sûr que je ne serais pas très joyeuse si je suis quelqu'un de sage déjà, et je ne pourrais pas vivre ce que j'ai à vivre de façon légère et avec ma singularité. Parce que mon image du sage, elle est déjà préformée dans mon mental. J'ai déjà dans ma tête comment je vois le sage. Je ne découvre pas la sagesse. J'ai projeté une identification et j'essaie de l'atteindre. J'espère que vous comprenez ça. Parce que c'est très important, c'est ce que je suis en train de dire là. Parce que si je me veux sage, qu'est-ce que je fais? Je ne vais plus bouger, je vais faire de la méditation, je vais m'habiller d'une certaine manière, je vais me mettre en condition. Mais est-ce que pour autant je vais vivre? Est-ce que je vais vraiment vivre au fond de moi cette sagesse, que je l'ai vraiment? Et en plus, je voudrais vous dire aussi quelque chose d'énorme derrière, c'est que je vais faire profiter autour de moi tout le monde. C'est-à-dire, si je suis sage, les autres doivent me voir comme quelqu'un de sage. Et s'ils ne me voient pas comme quelqu'un de sage, eh bien, ça ne va pas bien se passer. Donc, j'ai mal le vivre. Je vais me déstabiliser, je vais me remettre en question sans cesse pour devenir quelqu'un de sage. Et ça peut devenir délirant, cette affaire même. Jusqu'au point que ça vienne heurter complètement ce que l'on est. Et tant que cette identité-là, on ne la remet pas en question, elle reste en avant comme ça et on s'en sert tout le temps. On met en avant cette identité et on ne veut pas la lâcher, on ne veut pas la laisser s'effondrer et puis évidemment on la vivrait comme un bouleversement parce qu'on dirait mais je ne sais plus qui je suis. Mais si je ne sais plus qui je suis, c'est surtout l'ego qui ne saura plus qui il est. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la réelle personne, l'être en soi, peut se révéler à ce moment-là. Mais tant qu'il y a cette identification, vous voyez comme elle est forte quand même, elle est puissante, elle prend toute la place. L'être ne peut pas se révéler de cette manière-là. Donc, peut-être que l'on peut faire un travail en arrivant jusqu'à une sorte d'apogée de l'identité, mais cette identité, à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose qui va arriver qui va nous la déstabiliser automatiquement. On va bien voir à un moment donné qu'on exagère quelque part, ou que l'on en fait trop, ou que... Voilà, c'est ce que je peux souhaiter à chacun. Et à ce moment-là, ce que je peux vous dire, c'est que peut-être que si on met un peu d'amour en soi, on arrivera à détrôner cette identité. De l'amour, quand je dis de l'amour, je veux dire de l'ouverture, et ça, en sachant que, quand même, nous sommes aussi aimés, et nous sommes aussi avec de l'amitié, envers les uns envers les autres, et nous avons des gens autour de nous qui nous apprécient. Je vous dis ça parce que on peut penser qu'on peut vivre un moment de solitude dans ce moment-là. Et c'est la réalité, parce qu'on a toujours cru à quelque chose, à une grosse illusion. On s'est bien fait berner par notre propre identification. Et que quand ça tombe, on a l'impression de tout perdre. Oui, c'est vrai, on perd tout. On perd surtout l'illusion que l'on avait accrochée. On ne perd pas tout, puisque ce qui va se révéler
c'est finalement ce que l'on est vraiment. Et au final, c'est ce que l'on souhaite. On souhaiterait que notre vraie nature se révèle. Mais comme on ne sait pas qu'elle se révèle que quand l'autre, justement, identité tombe, eh ben on va forcer plus l'identité en pensant que on va arriver au ciel en forçant, quoi. C'est pas possible. C'est justement par le lâcher, et le lâcher de quoi? De cette identité. Donc tant que vous croyez à votre identité, qu'il y a quelque chose qui vous pousse aux fesses, vous croyez que c'est comme ça qu'il faut faire, vous pensez que vous êtes cette personne-là, ben regardez-le, et vous allez voir que quelque part, vous êtes monté tout un cinéma, un scénario, et c'est vous qui vous l'êtes monté tout seul. C'est nous qui nous le montons tout seul, et on finit par y croire, on finit de se prendre pour, voilà, pour le sage ou la sage, pour je sais pas trop quoi, mais en tout cas, on voit bien que c'est exactement cette chose-là sur laquelle on vient se heurter et que notre morale vient se heurter. Voilà. Regardez-le ça. À chaque fois que vous serez touché par quelque chose, vous verrez que cette morale que vous avez posée là, sur cette identité, c'est ça qui vous heurtera toujours. Vous serez toujours déstabilisé parce que c'est ça qui est heurté. On pourrait dire que dans les traditions aussi, si quelqu'un par exemple se dit, moi je suis quelqu'un de très traditionnel, je suis les traditions, je suis tout ça, je m'identifie aux traditions, et peut-être qu'un jour quelqu'un peut venir et puis lui expliquer que la tradition aussi, ce n'est qu'une tradition. Est-ce que c'est une réalité? Voilà, je pense que sur un chemin en tout cas de travail sur soi, de connaissance, automatiquement ça va tomber aussi. On l'a vu dans certaines, vraiment, dans certaines communautés de travail personnel, de travail sur soi, des gens se dire, moi je me pensais pour quelqu'un et puis je me suis bien aperçu que c'était pas ça. Je suivais finalement des traditions dures ou des formes de doctrine aussi, ou des, comment dire, je me suis attachée à des choses qui sont très vieilles même souvent, et je me suis aperçue qu'au final, eh ben, c'est pas tout à fait ça, parce que ça m'empêche d'être ce que je suis. Je m'attache, par exemple, c'est comme si je mettais la grande robe, la rouge, et que voilà, je suis cette personne, et que mon identification est à cette grande robe rouge, donc tout le monde me doit le respect. Et finalement, quand j'enlève la robe rouge, qui suis-je, finalement? Peut-être que ça serait intéressant de réaliser ça, et tout le décorum avec. Je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. On se rassure en mettant beaucoup de décorum, en mettant beaucoup de choses auxquelles on s'identifie, mais si l'on veut être honnête et faire ce travail, mais quelque part, il va falloir commencer à laisser tomber, à lâcher toutes ces choses et à les faire basculer, et vraiment tomber, à accepter qu'ils tombent, et que ça soit une vraie révolution intérieure. Voilà, c'est ce qu'attend cette révolution est intéressante. Bon, la révolution, c'est pas pour revenir au même point. C'est justement pour que ça soit une révolution, mais qui soit évolutive. Ce que je veux vous dire, ça serait plutôt intéressant. C'est-à-dire que si on lâche, on évolue, on se transforme, et puis voilà, on retrouve son centre de plus en plus. Mais si on lâche pas cette identité, on ne peut pas être qui on est vraiment. Parce que cette identité a été montée de toutes parts. Elle est montée depuis notre jeunesse. Nous la montons quand nous nous marions, quand nous avons des enfants, quand nous vivons en société. Et derrière, il y a tout ce besoin de reconnaissance qui est derrière. Donc cette identification, derrière, il y a la reconnaissance. Donc si vous commencez à avoir la reconnaissance, vous pouvez voir aussi à quoi vous identifiez. Et vous verrez voilà, tout ce schéma, tous ces dominos-là, qui sont là, montés, et tout cet engrenage-là. Et si vous faites tomber un domino, vous verrez qu'il y en a plusieurs qui vont tomber à la suite. Et si vous acceptez vraiment avec beaucoup d'amour, dans le sens de l'ouverture et vraiment de tolérance, ben vous accepterez peut-être, certainement même, si vraiment vous avez cette honnêteté, ben vous allez découvrir quelque chose d'autre en vous. Non pas tout ce que l'on s'est collé, mais vraiment ce que l'on est vraiment. J'espère que cette session vous sera, on pourrait dire, agréable quand même. Parce que je sais que parler d'identité, c'est pas facile, cette identification, mais on ne peut pas
arpenter un chemin si on est toujours identifié à cet ego, de quelle manière que ce soit. Voilà, je vais terminer sur l'identification pour vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.